Bien, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Dionée Aboud, directeur de l'enseignement de l'ISEP. Je vais vous parler un petit peu des projets associatifs à l'ISEP. A priori, les projets associatifs occupent une place un petit peu accessoire et constituent un épiphénomène dans la formation. Mais quand vous rencontrez un de vos anciens qui vous dit, grâce à mon passage à la junior entreprise ou à la présidence du BDE, j'ai pu accéder à des postes très importants, ça m'a marqué dans ma carrière, ça a développé en moi un certain nombre de compétences, surtout transverses. Vous vous rendez compte que le poids apparent des projets associatifs n'est pas négligeable. Donc c'est pour cela, voilà, on va en parler. Bon, le plan c'est celui-là, là, le contexte d'abord, dans quel contexte on construit ces projets-là, l'approche par compétences qui était mise en place et qui laisse une place importante aux compétences transverses, en général, les leçons d'une approche pédagogique par le projet, qui développe les compétences transverses, notamment tout ce qui est lié au leadership. Pourquoi les projets associatifs? Bon, ça nous permet de comprendre un petit peu notre démarche, et puis l'articulation de ces projets-là avec le projet professionnel qui est amené à développer chaque élève ingénieur de l'ISEP, puis les modalités d'évaluation de ces projets-là. Dans cette chaîne de valeur, sciences techniques, technologies qui marque notre modernité, il a été bien dit que le curseur va bien vers la technologie et il y a une sorte de densification des valeurs produites au niveau technologique, ce qui est un phénomène irréversible et qui marque un petit peu toute la structure de l'humanité de bout en bout. L'impact du numérique est assez marquant dans ce phénomène-là. Et ça n'est pas uniquement au niveau socio-économique, ça va bien au-delà. Ça touche notre structure anthropologique, nos réflexes et nos systèmes éducatifs. Cette année, il y a des élèves qui sont venus me voir, dans le cadre d'un mois de coupure pédagogique, à l'entrée du cycle ingénieur, pour me demander est-ce qu'il est autorisé d'utiliser les ordinateurs pour prendre des notes. Je dis, bien sûr, c'est autorisé. Mais en y réfléchissant, je me suis dit, est-ce que j'ai la certitude qu'en utilisant les ordinateurs pour prendre des notes d'un conférencier qui vient parler des métiers, des secteurs, ou de noter avec un stylo et un cahier, j'ai la certitude que prendre les notes numériquement, c'est plus efficace pour la mémorisation, pour l'assimilation. Je n'ai pas la certitude. C'est ce que je dis à l'élève. Et il n'est pas assuré que ça soit la meilleure façon. N'empêche que les jeunes sont nés là-dedans et ils opèrent de cette manière-là. Reste à nous de dire et de trancher qu'est-ce qui est le mieux pour la structuration de pensée et de leur formation. Donc, du coup, le modèle de formation d'ingénieur, tout modèle de formation, que ce soit ingénieur, que ce soit chercheur, que ce soit manager, est impacté par ces transformations-là, et on est amené dans une logique qui va de la construction de connaissances, le constructivisme des années 60, 50, vers les compétences, la formation par les compétences qui est à la mode maintenant, et qui tend vers les métiers. Donc tout cela constitue le contexte dans lequel nous avons établi ces projets d'une façon globale, et notamment les projets associatifs. La force de nos écoles, c'est qu'on est piloté dans nos formations par l'aval professionnel. C'est une force majeure, mais ça fait peser sur nos épaules beaucoup de responsabilités. Beaucoup de responsabilités venant de deux types de contraintes. Les contraintes des entreprises, avec leur attente de cadres qui soient opérationnels, ouverts, compétents, bien au fait de la structure des entreprises, et immédiatement opérationnels. Et d'un autre côté, à la rentrée de l'école, nous avons affaire à des jeunes qui sont passés par des modèles de formation qui n'ont pas évolué depuis 200 ans. On a affaire à des topins qui, le mot en dit long, qui ont été formés et préparés à passer des concours presque en vase clos. Il faut les sortir et les ouvrir sur le monde
et leur faire sentir toutes les transformations qui s'y passent, notamment grâce au numérique. Il s'agit de passer de la logique d'acquisition de connaissances, qui était le modèle de la formation du XXe siècle, à une logique de formation par le développement des compétences et l'initiation au travail collaboratif, avec évidemment un leadership manifeste chez les ingénieurs du numérique pour qu'ils puissent tenir toutes ces transformations dans les entreprises qui vont travailler. Et puis, il faut penser aussi au projet professionnel dans un monde complexifié. Ce n'est pas facile de se positionner individuellement, même si on est sur un jeu théâtral numérique où tout le monde a son profil. Hein. Ce n'est pas facile de se construire un projet professionnel et de penser à son métier et de penser son métier. Donc tout cela nous interroge hein, comme formateurs, concepteurs de programmes, et appelle à donner une place importante aux humanités dans les formations d'ingénieurs. Hein. Déjà, la CTI nous concède 20-25% de volume horaire, ce qui, à mon avis, est largement suffisant. Simplement, il faut savoir articuler ces enseignements type humanité de façon à parvenir à développer les compétences qu'on veut, notamment les compétences générales. Donc, les compétences transverses que nous avons retenues à l'ISEP dans notre référentiel sont mis côte à côte avec les compétences spécialisées. Bon, notre objectif sur le plan scientifique-technique, c'est de former des ingénieurs concepteurs hein, d'objets technologiques, notamment dans le domaine numérique, hein, à fonctionnement sûr et normalisé, avec tout ce qui va avec. Mais je m'arrête un petit peu sur les compétences transverses. La première compétence, c'est d'agir en acteur dynamique et efficace dans un groupe. Donc c'est là où je peux faire un petit focus là-dessus. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'on essaye de développer le travail en équipe, en réseau, dans un environnement divers, diversifié, culturellement, scientifiquement, même ethniquement. On a des élèves qui viennent d'un peu partout dans le monde. Ça veut dire aussi animer une équipe, la motiver et la faire évoluer. Ça veut dire gérer les conflits, la diversité et les différences et en faire une valeur ajoutée dans le travail collectif. Ça veut dire aussi être force de proposition, c'est ce que les entreprises nous demandent avec beaucoup de force et d'insistance. Donc tout cela constitue une démarche vers l'instauration de l'idée de leadership chez l'ingénieur. Les théoriciens de la compétence insistent beaucoup sur le caractère intégrateur, entre autres, de ce concept de compétence, qui intègre non pas uniquement des ressources de type cognitif liées à la connaissance, tout ce qu'on peut leur donner sur le plan scientifique et technique, mais aussi des ressources d'ordre conatif, donc qui sont liées à la psychologie de l'individu et à sa motivation. Et toutes ces compétences générales appellent ces ressources-là à être mobilisées dans des situations qui permettent de développer la compétence de leadership. Donnez tous les bouquins sur le leadership à vos élèves, ils n'auront pas cette compétence. Ça n'est que par l'exercice, que par la mise en situation qu'on peut leur développer cette compétence. Donc, développer le leadership nous fait passer d'un registre cognitif à un registre conatif, mais sans oublier l'interconnexion qu'il peut y avoir. Il faut être motivé pour apprendre, pour construire ses connaissances, pour travailler avec l'autre qui peut être un commercial, qui peut être un designer, qui peut être un manager. Donc, tout cela s'articule, le moi, l'individu, hein, le groupe et le jeu relationnel qui se met en place entre les deux jouent énormément, et ça pose toute une série de problématiques liées au groupe, aux équipes et au rôle de l'individu là-dedans. Donc une des missions de notre pédagogie, c'est d'imaginer, de concevoir et de mettre en place des situations qui permettent le développement de ce type de compétences et le passage d'un registre cognitif à un registre conatif. Donc là-dedans, toutes les pédagogies actives qu'on a adoptées, avec des projets de type académique, de type associatif, ou de type même qui vont au-delà de l'académie, de la création d'entreprises et autres, participent d'une façon ou d'une autre au développement de ce type de compétences.
Quelques leçons sur l'approche par projet pour développer les compétences générales et notamment le travail en équipe. On a utilisé plusieurs types d'apprentissage par projet. L'apprentissage par projet standard, hein, dans la conception de systèmes électroniques ou de systèmes informatiques, on met les élèves par groupe de 6, hein, et tout le monde y passe dès l'entrée en cycle ingénieur. Pendant un semestre, ils travaillent 2 jours par semaine sur des projets de ce type-là, soit un projet informatique au premier semestre, soit un projet électronique, et ça s'inverse au second semestre. Donc ça, c'est le modèle standard où ils sont en équipe et ils sont amenés à développer ce travail collaboratif et développer ce type de compétences. Il y a les apprentissages par projet avec des équipes mixtes. C'est une expérience qu'on a menée depuis une quinzaine d'années, d'abord avec des écoles de management, avec les DEC à Nice au départ. Et l'idée, à l'origine, c'était de faire cohabiter ingénieurs et commerciaux pour qu'ils aient un langage commun. Parce que dans les affaires, les commerciaux viennent avec des affaires qui ne tiennent pas sur le plan technique. Et traiter ces affaires par les techniciens, ça devient une quadrature de cercle. Donc il fallait, en amont, anticiper les difficultés et puis faire travailler les élèves ingénieurs avec les commerciaux. Et ça s'est développé ensuite pour toucher à des écoles de design, des écoles de management. Et actuellement, on travaille avec l'école de l'ESSAC Penningen pour le design et avec l'université Stanford qui est logée chez nous à l'ISEP pour tout ce qui est management. Donc là aussi se crée un contexte de projet équipe et les compétences transverses sont à l'œuvre et posent énormément de problèmes que je pourrais évoquer rapidement. Il y a aussi l'apprentissage par projet dans une phase avancée de la formation avec des donneurs d'ordre industriels. Mais toutes ces approches par projet posent des problèmes liés à ce que j'appelle la sociologie du groupe. Naturellement, vous mettez des humains entre eux. Le chef apparaît, le suiveur apparaît, l'organisateur apparaît, celui qui ne faut rien, le branleur apparaît aussi. Donc vous avez une sociologie qui se crée et ça n'est pas sans problème. Parce que notre objectif, c'est de les former et les amener à développer d'une façon, pas égalitaire, mais de façon suffisamment évoluée toutes leurs compétences. Donc, une des difficultés aussi qui apparaît, c'est que quand on change de modèle, le modèle de prépa, c'est moi contre tous, je me prépare pour le concours, il faut que j'ai la meilleure place, et on les met à travailler sur un mode collaboratif, moi et le groupe. Donc il faut que je me fasse aider par le groupe et que j'aide le groupe. Donc il y a une sorte d'empathie qui doit s'exprimer, et ça n'est pas toujours évident. D'autres facteurs qui peuvent influencer le comportement et la vie de l'équipe, c'est la complexité des projets. Quand vous mettez un commercial avec un designer et avec un ingénieur, un projet très complexe, la complexité peut leur échapper, puis il y aura automatiquement un clivage sur une base disciplinaire. Je me réfugie dans ma discipline, l'ingénieur dans sa technique, le designer dans son design, etc. Donc là aussi, la cohésion de l'équipe et du groupe est mise à l'épreuve. Des difficultés aussi qui sont liées à l'évaluation des compétences transverses. Tous ceux qui parmi vous ont tenté de faire évaluer ces compétences par les professeurs, notamment les enseignants-chercheurs, savent à quel point c'est compliqué, c'est difficile. La réticence des professeurs de mesurer des choses floues, des choses liées à l'humain, se comprend. Et leur prudence n'est pas toujours irrécevable. Simplement, il faut qu'ils aillent dans le sens du projet éducatif. Et une formation à ce genre de choses peut être profitable pour les enseignants. D'ailleurs, évaluer une compétence, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Les théoriciens de ce concept-là nous le disent. Donc, je vous donne le regard de nos apprenants sur les apprentissages par projet. Comment ils voient cette expérience? Une série de questions qu'il leur est posée à la fin de chaque session d'apprentissage, au bout de 6 mois. Une des questions que je leur pose, c'est
quel rôle estimez-vous avoir joué dans votre groupe? Dynamique moteur, dynamique, pas assez dynamique, neutre. Vous voyez bien qu'ils s'estiment tous dynamiques et très dynamiques. Dans le groupe, on nomme un référent du groupe, et celui-là, il n'est pas forcément le leader, hein, il peut y avoir un leader naturel. Donc, est-ce que le référent a joué le rôle moteur? Donc, dans une minorité de cas, oui, mais dans la majorité des cas, c'est lui-même et les autres élèves du groupe. Mais le travail en équipe n'est pas à l'abri, de par cette sociologie complexe, de facteurs de démotivation pour certains élèves. Donc 50% sont motivés constamment quand on leur pose la question, mais il y a entre 25 et 30% qui démarrent motivés par ce travail en groupe et qui finissent par être démotivés pour multiples raisons, hein, liées à cette sociologie du groupe. Bon, là, j'ai repris une interprétation un témoignage d'un élève, bon, qui est partagé par pas mal de ses camarades. Le déroulement du projet s'est confronté à plusieurs problématiques, dont l'implication de chaque personne dans le groupe. Donc là on voit l'importance du leadership. Comment assurer la cohésion, comment faire adhérer les autres à un travail collaboratif. C'est un challenge pour notre pédagogie. Et bien là, on arrive au cœur de notre présentation, c'est les projets associatifs. Et quel est l'objectif derrière ça? On a bien vu que dans un contexte d'apprentissage académique, hein, les problèmes de leadership et de groupe ne peuvent pas être résolus en laissant libre cours à l'épanouissement individuel sans contrainte de travail de groupe. Donc on a pensé que le projet associatif peut être un espace qui donne plus de degrés de liberté, et peut être un espace d'épanouissement et de professionnalisation de nos étudiants pour ceux qui veulent aller au-delà et développer davantage leurs compétences liées au leadership. Donc les modalités sont très variées. Le modèle basique, c'est qu'on essaie d'impliquer tout le monde dans la vie associative. Il y a entre 30 et 40 associations et clubs à l'ISEP, et tout un chacun peut y participer. Ça peut être aussi créer ou restructurer une association, telle que, par exemple, la restructuration du BDE. À un moment donné de la vie d'une association, il s'agit de remettre en cause ses objectifs et de la restructurer. Ça s'articule avec le projet professionnel parce que toutes ces activités associatives qu'on valorise chez les uns et les autres s'articulent bien avec la construction par chacun de son projet d'avenir. Et ça apporte des témoignages et des preuves au développement des compétences que chacun va intégrer dans son bilan de compétences. Les modalités qu'on utilise, d'abord, l'engagement dans des activités courantes, ça fait un crédit par an. Il s'agit d'une trentaine d'heures de travail. Bon, il travaille beaucoup plus, mais c'est la norme et la mesure. Et c'est évalué par un rapport d'activité qui est couplé à une déclaration de compétences qu'on peut vérifier. Ensuite, l'étape d'après, ça peut être la création, la restructuration d'une association. Ça peut donner lieu, selon l'ampleur du projet, à 2 crédits et demi ou à 5 crédits. C'est en deuxième année où il y a un module électif, c'est un projet. C'est ouvert à toutes sortes d'enseignements. Et là-dedans, on peut créer une association ou restructurer une existante. Et puis finalement, faire partie du bureau d'une association phare, par exemple le BDE, la junior. Là, on autorise nos élèves à faire leur stage de deuxième année, qui est un stage de 4 à 5 mois, au sein même de l'association, ce qui est très très formateur. La junior de l'école, bon, ce n'est pas pour faire sa promotion, mais a toujours des prix à l'échelle nationale et européenne pour son professionnalisme dans ce domaine. Donc le bureau reste au sein de la junior et développe ses compétences transverses, notamment ce qui est du leadership. Bon, pour conclure, du moment où on prend en compte le développement de compétences transverses chez nos étudiants, il nous faut imaginer et mettre en place des dispositifs qui s'échelonnent dans l'espace académique, professionnel et associatif, et tout cela peut être complémentaire et participer à ces objectifs. L'exercice associatif a cette vertu-là, donc il nous permet de donner un grand degré de liberté à l'explosion et à l'épanouissement de nos élèves, mais c'est à la fois un exercice professionnalisant, parce que rien ne vaut que gérer une association et
gérer une équipe de consultants, d'une trentaine de consultants qui travaillent sur des projets pour des entreprises, ou animer la vie associative au sein de l'école, telle que le B2. Mais cela nécessite quand même, de par la complexité et le caractère humain de cette entreprise, des compétences nouvelles dont notre corps enseignant ne dispose pas à 100%, et on est amené à faire appel à des spécialistes du coaching, à des personnes qui ont des compétences dans le développement personnel pour que ce type d'activité aille jusqu'au bout. Merci de votre... Merci Dieudonné. Donc s'il y a 2-3 questions, on a un petit peu le temps. Je crois que c'est une autre approche. Oui. En effet, et à la fin, vous le mentionnez bien, l'esprit associatif, le travail associatif, le travail par projet, c'est bien, mais effectivement, on voit bien qu'à un moment donné, il faut travailler plus sur le développement de la vision globale, de la capacité à travailler en équipe, etc. Et que là, ça nécessite effectivement un travail plus pointu sur la partie leadership. Hein. Donc voilà, c'est juste ça que je suis tout à fait d'accord avec vous, mais on ne peut pas mener de front le développement de l'ensemble des compétences, puisque c'est du vécu hein, sur les 3 années, et au fur et à mesure, on se rend compte que sur un plan de dynamisme personnel et collectif, bon, ils parviennent globalement à développer toutes ces compétences. Mais je crois qu'il y a sur la partie leadership, il y a besoin d'une approche de vision globale. Et en plus, pour passer du cognitif au cognitif, il faut vraiment avoir cette capacité de compréhension globale, à la fois des technologies, mais aussi des rôles de chacun dans une équipe structurée pour aller vers un but particulier. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Une autre question éventuellement, ouais. Oui, vous avez soulevé une question sur les compétences des enseignants. Pour dire à juste titre hein, que ils peuvent avoir des soucis sur les problématiques de gestion de groupe, d'accompagnement de développement personnel, etc. Donc vous dites que vous faites intervenir des vacataires externes et des coachs. Comment ça se passe justement sur ce registre-là avec les enseignants plutôt disciplinaires? Et est-ce que vous envisagez des développements de compétences justement des enseignants et comment? Très bonne question. Hein. Merci. Ça fait maintenant depuis 2008 qu'on est sur ce modèle-là, et auparavant, j'avais animé un comité de réflexion pédagogique pendant 2 ans pour mettre en place, concevoir et mettre en place tout ce système-là. Et on a impliqué une demi-douzaine d'enseignants sur le modèle de volontariat dans la réflexion et dans la conception de cette pédagogie-là. Et on a fait appel à des professionnels, disons, de formation d'enseignants à ce type de pédagogie active. Moi-même, je suis physicien de formation, mais j'ai aussi une compétence de type didactique. Donc j'anime l'équipe sur ce modèle-là. Et je dois vous avouer qu'il y a eu des réticences, effectivement, sur une base disciplinaire. Hein, comment un électronicien qui travaille, et qui est chercheur, donc c'est un métier aussi qui est tout à fait disons, particulière hein, par rapport à l'exercice de métier d'enseignant, mais ça a la vertu aussi de travailler en équipe, de collaborer avec d'autres chercheurs hein, pour arriver à ses fins. Donc, on prend appui sur cette exigence du milieu de la recherche pour la transférer dans le milieu de l'apprentissage. L'élève aussi, l'élève ingénieur est en démarche de construction de ses acquis qui est semblable à la démarche du chercheur. Mais il y a toujours réticence chez les professeurs à évaluer les compétences générales sous prétexte que ce n'est pas leur domaine de compétences. Donc, les formations aidantes, petit à petit, on est parvenu avec une grille de compétences adaptées à leur manière d'agir et d'encadrer et de tutorer les groupes. On est parvenu quand même à les faire participer d'une façon tout à fait honorable actuellement à ce projet. Merci Dieudonné. Merci. Alors je sais que François de Corrière est arrivé. Est-ce qu'il est là?